Ce week-end à Bruxelles, les dirigeants européens ont effectivement tenu un conseil de guerre. Je n'appellerai pas cela une consultation politique, car 90% des intervenants parlèrent de la manière de vaincre la Russie. Cela est effrayant, oui, cela sonne de façon inquiétante. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Je souhaite la bienvenue dans le studio de Téniec à Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie. Merci d'être venu parmi nous. Bonsoir et merci de m'accueillir ici, Monsieur le Président. Monsieur, l'une des tâches les plus importantes des rassemblements contre la guerre, comme nous l'avons vu, était d'expliquer, de faire comprendre ce qu'il faut absolument pour que la Hongrie évite la guerre et ne s'y retrouve jamais impliquée. Lors du dernier rassemblement, il y a quelques jours, vous êtes venu avec cette bonne nouvelle, disons-le ainsi, que nous avons évité le danger immédiat pour la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Et que signifie le fait que nous l'avons évité? Nous organisons des rassemblements contre la guerre afin de pouvoir réfléchir ensemble à ce phénomène auquel nous n'avons pas été confrontés depuis de très longues décennies, à savoir que l'Europe est menacée par la guerre. Réfléchissons-y, comprenons-le, et préparons-nous à résister à un événement qui pourrait nous entraîner, nous aspirer dans cette guerre. Et pour moi, cela représente une opportunité devant le public, d'expliquer ce qui, d'ordinaire, se passe à huis clos dans les salles de négociation bruxelloises. Comment l'Europe se prépare à la guerre, ce qui menace la Hongrie, ce que je dois faire, comment il faut argumenter, comment il faut manœuvrer habilement pour qu'au final, nous puissions rester en dehors de la prochaine étape de la guerre. Ce week-end à Bruxelles, les dirigeants européens ont effectivement tenu un conseil de guerre. Je n'appellerai pas cela une consultation politique, car 90% des intervenants parlèrent de la manière de vaincre la Russie. Cela est effrayant, oui, cela sonne de façon inquiétante. Cela fait des années que nous parlons déjà de la guerre. Mais pourquoi en est-on là aujourd'hui? Comment en sommes-nous arrivés aussi près? Et pourquoi disons-nous qu'il y a eu un danger de mort imminent? Nous nous en sommes approchés parce qu'aux États-Unis, Donald Trump a remporté les élections et il est effectivement entré en fonction en janvier. On a voulu l'abattre et on a voulu l'emprisonner, il s'est passé toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas pu l'en empêcher et finalement, c'est lui qui est devenu le président en fonction des États-Unis. Et il fait exactement ce qu'il avait annoncé, sauf qu'avant, personne ne le prenait au sérieux. Il a dit qu'il ferait tout pour la paix. Et comme les Européens veulent la guerre alors que les Américains veulent la paix, les Américains, en tant que force de dissuasion, ont pratiquement été écartés de la politique européenne. Un conflit est né entre les États-Unis et l'Europe, et les Européens ont ouvertement déclaré que même contre la volonté de l'Amérique, malgré les tentatives de paix de Trump, ils poursuivent l'armement, le financement et le soutien de l'Ukraine. Et maintenant, ils parlent même d'y envoyer des troupes de maintien de la paix. Auparavant, il était impensable qu'au sein de l'OTAN, si les États-Unis disaient non à quelque chose, cela puisse quand même se produire. Mais c'est la situation aujourd'hui. C'est donc pour cela qu'une force de retenue a disparu. Et c'est pourquoi nous nous rapprochons de plus en plus du moment où l'Europe pourrait entrer dans une guerre directe et immédiate, même contre la volonté des États-Unis face à la Russie. Nous sommes si proches de cela que l'opinion publique hongroise ne peut même pas l'imaginer. Et les rassemblements contre la guerre servent justement à faire comprendre et ressentir l'imminence de ce danger. Il a été évoqué récemment, cette terrible théorie concernant les avoirs russes gelés a refait surface et il est revenu de Bruxelles avec la nouvelle que finalement, ils ont réussi à mettre un point final à cette affaire. Eh bien oui, c'était un plan militaire allemand qui disait qu'il y a en possession de la Russie pour 230 milliards d'euros d'actifs situés en Europe occidentale, qu'on appelle des réserves de devises, et que ces fonds ont été gelés, saisis et ne seront pas rendus à la Russie. Et l'idée allemande était de prendre cet argent et de le donner à l'Ukraine. Donc, il y a deux parties en guerre, puis une troisième partie extérieure intervient, c'est nous. On prend une somme énorme à l'une des parties en guerre, puis on la donne à son ennemi. Alors, quel genre de relation va-t-il y avoir entre nous et celui à qui on a pris l'argent, c'est-à-dire la Russie?
À ce moment-là, nous nous retrouvons dans une situation hostile et nous devenons des ennemis déclarés de la Russie. Les Russes ne laisseront pas passer cela sans réagir. Et nous voilà déjà impliqués dans la guerre. Il fallait éviter cela. Ce n'est pas moi qui l'ai évité, donc pour être modeste. Eh bien, il n'a vraiment rien ajouté à cela. Pour moi-même, j'aurais pu ajouter mon point de vue et j'avais raison, mais vous savez, la vérité parfois ne suffit pas pour que l'on puisse écarter quelque chose, il faut aussi de la force. Et ici, l'impulsion décisive est finalement venue de la position héroïque du Premier ministre belge, c'est-à-dire de Bruxelles, qui, malgré plusieurs jours de tergiversation, a tenu bon dans la lutte avec courage et a dit non aux Allemands. Et une fois que cette situation s'est installée, que ce conflit existait, finalement, les Italiens et les Français ont décidé qu'on ne pouvait pas laisser tomber la Belgique. Et ainsi, les Allemands se sont retrouvés seuls avec leurs propositions. Mais, Au final, c'est ce que vous aviez prédit qui s'est produit, ce qui devait arriver. eh bien oui, mon rôle n'était pas de foncer en tête comme un hussard, mais plutôt, telle une vieille araignée, de tisser les fils en arrière-plan jusqu'à ce qu'au final, grâce à la volonté commune de plusieurs, cette situation se produise. Mais Finalement, donc, ce danger de mort immédiat a été écarté, mais ensuite est venue la théorie suivante, que l'Union européenne contracte un énorme emprunt et le donne à l'Ukraine, donc l'Union voudrait quand même donner quelque chose. à l'Ukraine, pour que La guerre continue. le danger de guerre n'a pas disparu, car à l'exception de la Slovaquie, de la Tchéquie et de la Hongrie, tous les autres États membres de l'Union se dirigent vers la guerre. Ils vont dans cette direction, donc le mouvement est orienté ainsi. Ils n'ont pas encore sauté le pas, mais ils avancent dans cette direction. Et ils ont décidé de ne pas donner à l'Ukraine les avoirs russes gelés, car cela entraînerait immédiatement la guerre. Et les Belges feraient en faillite en 2 secondes, car les représailles russes mettraient à genoux économiquement Bruxelles ainsi que la Belgique. Et c'est pourquoi ils ont décidé qu'il valait mieux donner de l'argent à l'Ukraine d'une autre manière. Ils ont donc décidé d'accorder 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour 2 ans. Oui, sauf que l'Union n'a pas d'argent. Il fallait donc résoudre la question suivante. Si nous n'avons pas d'argent, comment pouvons-nous en donner quand même? Et ils ont décidé que, dans ce cas, nous allions ensemble. Nous allons voir les banquiers, nous leur demandons un prêt et nous prêtons cet argent à l'Ukraine, tout en sachant que l'argent que nous prêtons à l'Ukraine ne reviendra jamais. Donc, à la fin, ce sera à nous, les États membres de l'Union, de garantir auprès des banquiers pour qu'ils récupèrent leur argent. Maintenant, comme il faut une garantie derrière l'emprunt, la question était de savoir qui allait l'assumer. Et là, les Slovaques, les Tchèques et les Hongrois ont dit « merci beaucoup, mais nous ne sommes pas prêts à participer à cela. » Participer. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais nous ne voulons pas mettre un seul forain d'impôt de nos propres contribuables dans une telle manœuvre de prêt douteuse et nous n'y participerons pas. Donc, nous sommes restés en dehors de cela. Les autres y sont, selon moi, dans le pétrin, mais eux, ils n'appellent pas ça comme ça. Ils parlent d'un prêt commun. Monsieur le Président, et maintenant, au-delà du fait que cela ne coûtera donc rien aux familles hongroises. Cela nous aurait coûté 400 milliards, d'ailleurs. Nous avons économisé 400 milliards de forains, car c'est cette somme qui, grâce à ces prêts, ne pèsera pas sur la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, Vous êtes rentré de Bruxelles en disant que nous ne paierons pas cet argent, et cela est désormais tout à fait certain. c'est un fait. Au-delà de cela, cela a aussi une importance. Si Dieu nous en préserve, il devait vraiment y avoir une guerre, est-ce que cela compte que nous n'en fassions pas partie? Eh bien, Tout d'abord, quoi que nous fassions, même avant la guerre directe, tôt ou tard, les Russes prendront des mesures de rétorsion, des mesures économiques. Ils ont déjà pris certaines mesures de rétorsion. Par exemple, les entreprises d'Europe occidentale opérant en Russie ne peuvent pas rapatrier les bénéfices réalisés sur place. Elles doivent déposer ces montants sur un compte séparé. Dans l'ensemble, si l'on regarde combien de biens possèdent les 27 États membres de l'Union européenne en Russie, combien de biens ils détiennent en Russie à travers des entreprises privées, je dois dire qu'au total, nous avons plus de biens en Russie que la Russie n'en a chez nous. Nous avons saisi les avoirs russes en Europe. Donc, si les Russes décident de prendre et de confisquer les biens d'Europe occidentale, y compris les biens hongrois qui se trouvent de chez eux, alors nous perdrons plus dans cette affaire que si nous faisions la même chose ici. Mais pour une raison quelconque, les Occidentaux pensent que si nous saisissons les avoirs russes ici et que nous les prenons, il n'y aura pas de mesures de rétorsion, ou si elles existent, elles ne toucheront pas les États, mais les entreprises privées. Et bon, si les entreprises privées font faillite,
elles font faillite. La question des garanties a été soulevée à plusieurs reprises. La Hongrie possède également des biens très importants en Russie. Nous y avons des entreprises majeures dans les domaines de la santé animale, de la technologie des instruments et de l'énergie. Elles opèrent aujourd'hui en Russie avec des actifs considérables. Il est dans notre intérêt fondamental que ces biens, ces actifs d'entreprise, ne soient pas perdus. Maintenant, que nous restons en dehors de cet emprunt, donc cela ne coûtera rien aux familles hongroises. Quelle est la tâche? Parce que, en fait, le danger de guerre n'a pas disparu. Il se peut que le danger immédiat pour la vie soit passé, mais le danger de guerre, lui, n'a pas disparu. Bon, c'est Noël maintenant, il y a quelques jours de répit, mais après, il faudra retourner et continuer le combat. En quoi consiste exactement ce combat? Maintenant, celui qui gagne du temps gagne la vie. Nous en sommes à cette étape maintenant. Ici, le temps signifie deux choses. Premièrement, il y a des négociations en cours entre les Américains et les Russes, et il est tout à fait possible que ces négociations américano-russes aboutissent avec succès, même à la lumière de l'opposition de l'Europe, malgré celle-ci. Et alors, en impliquant aussi les Ukrainiens, on pourrait obtenir un cessez-le-feu, voire peut-être une paix plus durable. C'est l'une des choses qui nous donne de l'espoir. L'autre, c'est que le grand tour de passe-passe a échoué en Europe de l'Ouest. Le grand tour de passe-passe, c'était que les Occidentaux disaient « Cette guerre ne vous coûtera pas d'argent, car nous la paierons avec les avoirs russes ». Ce tour n'a pas été joué qu'en Allemagne, il l'a été dans presque tous les pays d'Europe de l'Ouest. ils en difficulté. Il s'avère maintenant que ce n'est pas le cas. Et je pense que, dans ce sens, il gagne du temps. Il gagne de la vie, car l'opinion publique des pays d'Europe de l'Ouest, qui ne veut pas de cela, va bientôt se manifester avec une intensité croissante. Déjà maintenant, en Allemagne, en France et dans d'autres pays aussi, il semblait que les opposants à la guerre étaient peut-être plus nombreux que les partisans de la guerre. Mais ce risque financier, ce coût dans lequel les pays d'Europe de l'Ouest s'engagent actuellement, va, selon moi, rapidement faire basculer l'opinion publique de ces pays d'Europe de l'Ouest vers une position anti-guerre, et ce sont eux, les gens, qui pourront retenir les dirigeants d'Europe de l'Ouest, de s'engager dans une guerre. Bien sûr, lui, il n'a pas besoin d'être retenu puisqu'il dit cela depuis le début, depuis que la guerre a éclaté. Dès le lendemain, il a dit ce qu'il fallait dire. Il faut que cela soit ainsi et que cela arrive. Nous avons perdu 2 guerres mondiales, les 2 tiers du territoire, la majeure partie de notre population, nos sources de matières premières. Quand nous en avons récupéré une partie, nous l'avons encore perdue et ensuite nous avons été du côté des perdants. Nous avons donc été, et c'est pourquoi, avec les Allemands, on nous a imposé des réparations, ce qui a encore fait sortir d'ici une grande quantité d'argent. Environ 1,5 million de Hongrois sont morts pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale réunies. Les Soviétiques sont arrivés, puis, juste après la Seconde Guerre mondiale, 200 000 Hongrois se sont enfuis. Ensuite, 200 000 Allemands ont été déportés de Hongrie, et même en 1956, encore 150 000 à 200 000 personnes sont parties. Donc, pour un esprit hongrois, la guerre est la chose la plus terrible du point de vue hongrois qui puisse arriver. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.